Frank Mallory ouvrit brusquement les yeux à 3h47 du matin, les doigts crispés sur les draps rêches de son lit. Une sensation étrange, presque instinctive, lui serrait la poitrine. Il y a quelque chose qui cloche quand c'est le chien qui sent les ennuis avant son maître, pensa-t-il en observant Shadow patrouiller en silence autour du petit chalet, le pas mesuré, la tête droite. Le berger allemand avançait comme une ombre dans la lumière pâle de la lune, s'arrêtant exactement à 47 emplacements autour de la maison. Chaque pose semblait calculée, chaque regard précis, chaque muscle en alerte. Les plaques métalliques accrochées à son collier captaient la lumière argentée, révélant deux noms gravés, l'un civil, l'autre militaire. Frank avait recueilli ce chien il y avait maintenant 14 mois, un jour de tempête, alors qu'il gisait en sang sur le bord de la route 47. Et depuis, ce chien silencieux avait réorganisé sa vie sans un mot, avec ses yeux brûlants d'intelligence et cette discipline qui n'appartenait pas au monde des animaux ordinaires. Laissez un j'aime si l'histoire vous touche, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, sans oublier de mentionner la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons le fil de cette histoire. Ce soir-là, alors que le vent d'automne s'engouffrait dans les fissures de la cabane, des questions que Frank avait longtemps repoussées refirent surface, griffant son esprit comme une brise glacée. Que s'était-il passé pendant les 8 mois où Shadow avait disparu avant qu'il ne le retrouve sur l'asphalte gelé? Et surtout, qu'est-ce que ce chien savait que lui ignorait encore? Shadow s'arrêta soudainement devant la fenêtre de la cuisine, le regard rivé sur l'extérieur. Ses oreilles étaient dressées comme deux antennes de fusil et un grondement sourd monta de sa gorge. Ce n'était pas un grognement classique, c'était un son à la fois animal et presque humain. Dans l'obscurité du Montana, quelque chose bougea. Le souvenir frappa Frank de plein fouet, comme à chaque fois qu'il passait en voiture près de cette portion maudite de la route 47. C'était en octobre, une tempête de neige inattendue s'était levée, rapide et brutale. Le genre de tempête qui transforme les routes en pièges mortels. Ce jour-là, il faisait son aller-retour hebdomadaire pour les courses à Hill Pine. Il pensait à Ellie, sa femme disparue 2 ans plus tôt. Le silence dans la voiture ce jour-là pesait lourd, comme un trou dans sa poitrine. Un manque physique. Ses essuie-glaces luttaient contre les flocons de plus en plus denses quand il aperçut quelque chose d'anormal sur le bas-côté. Une masse sombre, étendue, inerte. Il activa les feux de détresse et son instinct d'ancien ambulancier prit le relais. Il ouvrit sa portière et se précipita, ses bottes s'enfonçant dans la neige fondue. Là, allongé dans le froid, un berger allemand massif, le poil noir et fauve entremêlé de sang, sa respiration haletante, douloureuse. « Tout doux, bonhomme », murmura Frank, s'agenouillant dans la gadoue. Ses mains expérimentées trouvèrent un pouls faible, identifièrent les blessures. Ce n'était pas un accident de voiture. Les entailles étaient trop nettes, trop méthodiques. Peut-être des griffures, mais de quoi? Quel genre d'animal s'en prendrait à un chien de cette taille avec autant de précision? Le collier de Shadow était en cuir épais, usé, de style militaire avec des plaques d'identification partiellement déchirées. Tandis qu'il soulevait le chien pour l'amener dans son pick-up, quelque chose dans sa posture attira son attention. Même blessé, même mourant, le chien s'était positionné face à la pente, lui offrant une vision claire dans 3 directions, comme s'il montait la garde, comme un soldat, même dans ses derniers instants. Frank l'enveloppa dans une couverture thermique, étonné par son poids. Pas un cri, pas un gémissement. Juste ses yeux qui le fixaient dans le rétroviseur tout au long du trajet retour. Pas de peur. De la fatigue, oui. Une lassitude presque humaine, comme celle de ceux qui ont été trahis trop souvent pour encore faire confiance. De retour à la cabane, il avait installé un coin de convalescence près du vieux poêle à bois. Il avait nettoyé les plaies, posé des bandages avec le même soin qu'il avait accordé à Ellie dans ses derniers jours. Le chien n'avait pas bougé. Il le surveillait, analysait chacun de ses gestes. « Il te faut un nom ?» avait-il murmuré, les doigts grattant doucement l'arrière de ses oreilles. « Tu me fais penser à une ombre. Fort, silencieux, noble, Shadow, ça te va ?» À l'évocation de ce mot, la queue du chien avait remué une seule fois. Mais c'était suffisant. Un lien s'était créé. Un pacte silencieux qui allait bientôt bouleverser leurs 2 existences. Frank aurait dû signaler sa découverte aux autorités, vérifier les avis de chiens perdus, demander des réponses, mais au lieu de ça, il avait choisi le secret. Et ce secret venait maintenant le tirer du lit à 3h47, incapable de détourner les yeux de ce chien qui patrouillait comme s'il attendait l'invasion d'un monde invisible.
Le soleil du matin perçait doucement à travers les rideaux du salon lorsqu'il charge à Shadow dans son vieux pick-up pour leur visite mensuelle chez la vétérinaire. Depuis quelques semaines, le comportement du chien avait changé. Les rondes nocturnes s'étaient intensifiées, il sursautait au son lointain d'un hélicoptère, se plaçait automatiquement entre Frank et tout inconnu s'approchant trop vite. Quelque chose rongeait ce chien et Frank voulait une réponse. Le docteur Helen Rowan, vétérinaire à Maple Ridge depuis 15 ans, l'attendait avec son habituel mélange de professionnalisme et de bienveillance. Une femme dans la cinquantaine qui parlait aux animaux comme à des vieux amis. « Alors, comment va notre mystérieux gardien aujourd'hui ?» demanda-t-elle en passant ses mains expertes le long du flanc musclé de Shadow. Le chien resta immobile, en alerte, mais détendu. Ses yeux la suivaient attentivement, comme s'il analysait ses intentions. « C'est justement ce que j'espérais que vous me disiez », répondit Frank, croisant les bras, le regard inquiet. Il agit comme s'il s'attendait à ce que quelque chose arrive, comme s'il surveillait un périmètre invisible. Le docteur Rowan s'arrêta soudain, ses doigts s'attardant sur une zone précise, entre l'omoplate et l'épaule du chien. « Frank, est-ce que Shadow a déjà été scanné pour une puce ? Je ne crois pas. Je l'ai trouvé sur la route, rappelez-vous. Aucune trace de propriétaire, aucun papier. » Elle attrapa son lecteur de puce électronique, un petit appareil qui clignota immédiatement en détectant un signal. Les chiffres et lettres apparus sur l'écran la firent plisser les yeux. « Eh bien, c'est pas une puce domestique, ça. Frank, ces codes, ça ressemble à un système militaire. » Le sang de Frank se glaça. Sur l'écran, MWDK 947,AFG,2021. MWD pour Military Working Dog. Afghanistan 2021, identification militaire. La vétérinaire baissa la voix. « Frank, ce chien a vu l'enfer. Regardez ses cicatrices, des points de suture nets, chirurgie avancée. Et cette puce, Shadow, est un chien de guerre. » Les mots du docteur Rowan restèrent suspendus dans l'air comme une fumée qu'on ne pouvait dissiper. Un chien de guerre. Frank regarda Shadow, qui à cet instant précis se redressa légèrement, venant poser son flanc contre la jambe du vieil homme. Comme s'il avait perçu le changement d'ambiance, sentit le poids du passé remonter à la surface. Ses yeux brillaient d'une intensité presque humaine, et il pressait son corps contre celui de Frank, non pas en quête de réconfort, mais pour lui en offrir. « Est-ce que je dois le signaler ?» demanda la vétérinaire à voix basse. « S'il appartient toujours à l'armée, ils le chercheront. » Frank sentit ses mâchoires se crisper. « Vous me connaissez, Hélène. Je fais la différence entre ce qui est juste et ce qui est légal. Ce chien est chez moi depuis plus d'1 an. Il a un foyer, il est en sécurité. Qu'est-ce qu'il pourrait lui offrir aujourd'hui à part une autre guerre ?» Il n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Shadow se figea d'un coup, les oreilles dressées, les muscles tendus. Son regard se braqua sur la fenêtre. Dehors, sur la place du village, la petite cérémonie hebdomadaire du mardi matin venait de commencer. Comme chaque semaine à 10 h, le Vétérans Club local hissait le drapeau devant l'hôtel de ville, et quelques habitants se réunissaient pour réciter la promesse d'allégeance. Shadow quitta Frank sans qu'aucun ordre ne lui soit donné. Il s'avança lentement vers la baie vitrée, s'assit, droit comme un piquet, face au drapeau qui s'élevait dans la brise. Poitrine en avant, tête haute, regard fixe, pas un mouvement, pas un souffle. Toute son attitude respirait une solennité que Frank n'avait jamais vue chez un animal. C'était militaire, précis, sacré. Le docteur Rowan eut un souffle coupé. « Mon Dieu, regarde-le !» Frank resta sans voix. Le chien tint cette position jusqu'à la fin de la cérémonie, ne bougeant que lorsque la foule entama la promesse d'allégeance. Là, ses oreilles frémirent. Il reconnaissait, il écoutait, et ce n'est qu'une fois le drapeau hissé, les mots terminés, que Shadow se releva et retourna auprès de Frank. Il semblait apaisé, comme s'il avait rempli un devoir. Le retour vers le village se fit dans un silence chargé de pensées. Frank remarqua un détail qu'il avait toujours échappé, la façon dont les gens regardaient Shadow. Pas juste avec tendresse, mais avec respect. Comme s'il sentait que ce chien n'était pas ordinaire. Mary Cresswood, la tenancière du journal local, les observa longuement depuis le trottoir, son regard perçant derrière ses lunettes. « Ce chien, c'est pas un animal de compagnie, c'est une arme. Frank, t'es sûr de ce que t'as chez toi ?» Avant qu'il ne réponde, le révérend Ben Whitmore, qui venait de replier les chaises après la cérémonie, s'approcha. « Mary, ce chien a été une bénédiction pour cette ville. Je l'ai vu avec les enfants, il est doux, protecteur, sage, doux.
Jusqu'à ce qu'on appuie sur le mauvais bouton, répliqua Marie, ses bras croisés sur sa poitrine. Ces chiens-là, ils sont entraînés pour tuer. Et un traumatisme peut réveiller ce qu'on croit oublier. Le shérif du comté, Hank Doyle, arriva à cet instant sortant de sa voiture de patrouille. Il avait ce visage buriné par les années de service et l'expression d'un homme pris entre son uniforme et ses sentiments. « Frank, on doit parler. Si Shadow est une propriété militaire... »« Propriété !» coupa Frank, sa voix teintée de colère. « Tu vois une propriété, toi ? Moi, je vois un compagnon, un vétéran, une âme blessée, et il est bien plus humain que beaucoup d'entre nous. » Comme s'il avait compris qu'on parlait de lui, Shadow s'avança calmement vers le petit groupe. Il salua Mary d'un regard distant, respectueux, sans s'approcher. Il tendit la tête vers le révérend pour recevoir une caresse, puis s'assit doucement près du shérif comme s'il offrait sa loyauté sans forcer. Chaque geste était mesuré, chaque distance adaptée. C'était un langage silencieux, mais parfaitement fluide. « Regardez-le, dit Frank, s'adressant à tous ceux présents. Il est formé, oui, mais pas pour détruire. Il est formé pour protéger, pour servir. Ce chien a droit à la paix. Il a fait sa part, il mérite sa retraite. » Le débat aurait pu s'envenimer, mais Shadow détourna soudainement l'attention. Il se leva et marcha lentement vers le petit cimetière derrière l'église. Frank le suivit, intrigué. Le chien s'arrêta devant une pierre tombale en granit, sobre et ancienne. Il s'assit comme il l'avait fait devant le drapeau. Le marbre portait une inscription simple « Soldat inconnu, Afghanistan 2021, la liberté a un prix ». Shadow resta immobile pendant exactement 60 secondes. Puis il tourna la tête vers Frank. Et dans son regard, il y avait autre chose. Pas juste de la loyauté, pas juste de la douleur. Il y avait le poids du souvenir, le genre de mémoire qu'aucun chien ne devrait porter seul. Cette nuit-là, alors que Frank préparait du café dans sa cuisine, perdu dans ses pensées, le téléphone sonna. Numéro inconnu, indicatif du Colorado. Il hésita, puis décrocha. « Monsieur Mallory ?» La voix, au bout du fil, était jeune, fatiguée, tendue. « J'ai entendu parler, par certaines personnes, que vous aviez trouvé un berger allemand, un chien militaire. Il s'appelle peut-être Shadow, mais son vrai nom, c'est Phoenix. Est-ce qu'il va bien ?» Frank sentit un frisson lui traverser la colonne. Devant lui, Shadow se redressa, les oreilles tendues. Même à travers le téléphone, il avait reconnu la voix. Il bondit du tapis, sa queue battant l'air, son regard brûlant d'excitation mêlée d'incompréhension. « Qui êtes-vous » demanda Frank, même s'il devinait déjà la réponse. « Sergent Logan Chen. Phoenix était mon partenaire, mon frère d'armes. Je le cherche depuis 14 mois. Et je crois que je vais devenir fou si je ne le retrouve pas. » Frank raccrocha doucement, les mains tremblantes. Il avait dit au sergent qu'il le rappellerait, qu'il avait besoin de réfléchir, de digérer. Shadow, ou plutôt Phoenix, s'assit à ses pieds. Ses yeux semblaient le sonder, comprendre, accepter, comme s'il attendait que Frank dise ce qu'il savait déjà. « Phoenix » murmura Frank. Aussitôt, les oreilles du chien se dressèrent, son corps entier se tendit. Il connaissait ce nom, c'était le sien, et tout venait de changer. Le sentier le long de la rivière Red Willow avait toujours été le refuge de Frank. C'était là qu'il venait apaiser ses pensées, y avait marché seul après l'enterrement d'Ellie, et c'était là aussi qu'il avait trouvé la paix, bien des années plus tôt, après la perte de son fils Matthew, tombé à Fallujah en 2004. Aujourd'hui, c'était l'endroit qu'il choisissait pour réfléchir à ce que le sergent Chen venait de lui révéler. Shadow marchait à ses côtés, silencieux comme toujours, mais Frank le voyait différemment désormais. Ce n'était plus juste un chien qu'il avait soigné, c'était Phoenix, un soldat, un survivant, un être blessé qui avait porté plus que son poids. L'automne dessinait ses couleurs sur les arbres, et l'air frais portait l'odeur des pins et du givre qui s'annonçait. Shadow marchait avec sa grâce habituelle, mais Frank remarquait désormais chaque détail. Les angles précis de son regard, la manière dont il s'arrêtait toujours à des points stratégiques, évaluant les environs. Il se plaçait toujours légèrement devant Frank, juste assez pour pouvoir réagir en cas de menace. Et même lorsqu'un couple de randonneurs les croisa, Shadow s'écarta de lui-même pour garder une distance tactique, ni trop près ni trop loin. Tout chez lui respirait l'entraînement. Mais sous cette discipline, il y avait autre chose, une loyauté qui allait bien au-delà du conditionnement. « Ce qu'un homme rend quand ce n'est pas à lui », murmura Frank, entendant la voix grave de son propre père dans sa tête. Ce vieil homme droit comme un chêne, qui lui avait appris à toujours rendre ce qu'on trouve. Mais son père n'avait jamais tenu un chien dans ses bras pendant qu'il luttait pour respirer. Il n'avait pas veillé toute une nuit à surveiller son sommeil agité,
Il n'avait pas vu ses yeux suivre chacun de ses gestes comme s'il disait « Je suis là, je veille ». Et parfois, aimer c'est tenir bon, répondit une autre voix intérieure, plus douce, celle d'Élie. Elle comprenait que la vie n'était pas un tableau en noir et blanc. Elle lui avait souvent dit que les lois étaient faites pour les masses, mais que les cœurs, eux, avaient leur propre vérité. Et Franck aujourd'hui vivait entre ces deux voies. Mais au fond, ce qui l'effrayait, ce n'était pas la loi, ni même l'idée de devoir rendre Shadow. C'était cette question lancinante. Et s'il aimait encore davantage son ancien maître? Et s'il appartenait à quelqu'un d'autre, non pas sur le papier, mais dans son cœur? Ils s'arrêtèrent près d'un vieux tronc tombé. L'endroit où jadis, Franck et Élie s'étaient assis pour la dernière fois main dans la main. Shadow se posta non loin, mais pas tout à fait assis, toujours en veille. Il ne se reposait jamais vraiment, pas entièrement. Et maintenant, Franck comprenait pourquoi. « Tu te reposes jamais, hein, mon vieux ?» murmura-t-il, en lui grattant doucement l'arrière de l'oreille. Shadow ferma les yeux une seconde, appréciant le geste, mais son attention restait tournée vers les sons de la forêt. Il le regarda comme on regarde un frère d'armes. Et Franck, dans ce silence, comprit que derrière les réflexes, il y avait aussi un esprit, quelque chose de presque humain. Quand Shadow se figeait, ce n'était pas de la peur, c'était de l'analyse, de la stratégie. Quand il flairait l'air, c'était une lecture du monde, une cartographie invisible, une alerte silencieuse. « Combien d'hommes t'as sauvé, hein ?» demanda Franck, plus pour lui-même. « Combien de fois t'es allé entre un soldat et une balle? Combien de fois t'as fait ce que d'autres n'auraient jamais osé faire ?» La question le frappa de plein fouet. Si Shadow était un militaire, alors il avait sûrement vu ce que peu d'humains pouvaient supporter. Détection d'explosifs, ennemis embusqués, missions noires dans des coins que même les journaux n'osaient pas nommer. Peut-on retirer un soldat de la guerre? Et peut-on retirer la guerre d'un soldat? Cette pensée le hantait alors qu'ils arrivaient à un petit replat surplombant la vallée. Shadow, fidèle à lui-même, scanna l'horizon, s'assura de leur sécurité, puis s'assit parfaitement droit. Et pourtant, lorsque l'unique bruit alentour fut le pépiment d'un écureuil un peu trop curieux, le comportement de Shadow changea. Il observe la petite créature avec intérêt. Pas de menace, pas de prédation. Sa queue remua doucement. Quand l'écureuil lui lança un petit cri avant de filer dans les branches, Shadow baissa la tête comme pour dire « À bientôt, petit ». Franck en fut ému. Ce chien n'était pas un robot, il n'était pas une arme. Il était une âme. Un vétéran, oui, mais un vétéran capable de tendresse, d'adaptation, de choix. Il n'était pas né pour tuer. Il avait été entraîné pour ça. Mais dans le calme de la forêt, il choisissait la paix. La phrase de son père lui revint en mémoire. « Un bon chien vaut mieux qu'un ami de circonstance ». Shadow n'avait jamais été de circonstance. Il avait été là chaque matin, chaque nuit d'insomnie, chaque absence de voix dans la maison. Et maintenant que Franck connaissait sa véritable nature, il ne savait plus s'il devait en avoir peur, ou s'il devait encore plus le respecter. Le retour fut silencieux, mais une tension nouvelle grandissait chez le vieil homme. Ce sergent Chen, allait-il revenir pour reprendre Shadow? Et si c'était le cas, que ferait-il? Laisser partir le seul être qui avait redonné un sens à ses jours, ou se battre pour ce qu'il considérait comme sa famille? Il n'eut pas longtemps à attendre pour que les réponses arrivent. Le téléphone sonna à nouveau le lendemain soir, à 19h30 précise. Franck était dans son fauteuil, Shadow, étendu devant la cheminée. Quand l'écran afficha encore ce numéro du Colorado, son cœur se serra. Il décrocha. « Monsieur Mallory, c'est Logan Chen. Je ne veux pas vous déranger, mais je voulais savoir. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il va vraiment bien ?» La voix du jeune homme tremblait. Et dans ce souffle haché, Franck reconnaissait quelque chose de terrible. La détresse d'un soldat qui avait tout perdu, sauf l'espoir. « Fils, avant qu'on aille plus loin, faut que je sache une chose, » dit Franck calmement, les yeux rivés sur Shadow, qui venait de se redresser, oreilles tendues. « Est-ce que tu veux le reprendre pour l'envoyer à nouveau sur le terrain ?» Il y eut un long silence, pas celui d'une hésitation, celui d'un homme en train de décider s'il allait dire la vérité. « Non, monsieur, je n'appelle pas comme un soldat, j'appelle comme un homme qui a perdu son meilleur ami. J'appelle parce que depuis 14 mois, je dors plus, parce que j'ai abandonné Phoenix. Et ça me détruit. » Franck sentit un poids quitter sa poitrine au moment même où le sergent Chen prononça ces mots. L'homme au bout du fil n'était pas là pour réclamer un outil de guerre ni pour faire appliquer un règlement. Il appelait parce qu'il avait le cœur brisé. Et à l'autre bout de la pièce, Shadow, Phoenix, le sentait. Ses oreilles bougeaient à chaque inflexion de voix. Sa queue battait lentement. Son corps entier tendu comme un arc entre l'espoir et la peur. « Dis-moi, garçon,
T'as dit que t'avais perdu Phoenix. Comment c'est arrivé? Demanda Frank. Sa voix plus douce, plus grave, il se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, l'appareil toujours à l'oreille. Chen inspira profondément, comme s'il retenait cette histoire depuis trop longtemps. C'était en Afghanistan, monsieur, octobre 2021, une opération de récupération de civils à haut risque. On avait embarqué à bord d'un hélicoptère Black Hawk. Moi, Phoenix, 2 autres maîtres chiens et une équipe de secours. On a pris feu à mi-parcours, système de communication grillé. On s'est écrasé dans les contreforts du Nuristan. Le choc a tout brouillé. Je me suis réveillé à moitié enseveli sous un rotor. Le pilote et les autres étaient hors de portée. Et Phoenix? Sa voix se brisa. Frank resta silencieux, les yeux rivés sur l'obscurité derrière la vitre. Phoenix m'a sorti de là, monsieur. Un par un, il a tiré chaque soldat hors du feu. Il est allé chercher l'un des autres chiens, blessé à la patte, et puis il a disparu. J'ai attendu les secours, mais lui, il était déjà loin. J'ai su à ce moment-là qu'il n'était pas mort. Je l'ai senti. Il avait fait ce qu'il savait faire de mieux, protéger. Disparaître quand c'était trop risqué. Frank sentit l'émotion lui serrer la gorge. Shadow était maintenant assis, les yeux fixés sur lui, comme s'il savait que son histoire était en train d'être racontée. « Et tu l'as cherché depuis ce jour ?»« Oui, monsieur. J'ai quitté la base sans permission. J'ai utilisé toutes les ressources que je pouvais. Je suis à Wall depuis 14 mois, en cavale. J'ai surveillé les bases de données vétérinaires, les rapports de police, les forums. Et puis, hier, un signal m'est parvenu. La vétérinaire qui l'a scanné, elle a déclenché une alerte que j'avais mise en place. Un silence pesant, suivi. Frank comprenait ce que cela impliquait. Partir sans permission dans l'armée, c'était risquer le tribunal militaire, la prison, une radiation déshonorante. Et pourtant, ce garçon avait tout mis de côté pour son chien. Tu sais qu'ils vont te tomber dessus, hein, et probablement venir chercher Phoenix aussi. Je sais, monsieur, mais je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est être sûr qu'il est en sécurité, qu'il n'est pas utilisé ou enfermé quelque part comme une menace. Il y eut un tremblement dans sa voix, puis un silence. Frank serra le combiné un peu plus fort. Il regarda Shadow qui n'avait pas bougé. Les yeux de l'animal étaient posés sur lui, profonds, brûlants, et Frank savait qu'il comprenait. « Tu veux savoir la vérité, Shen ?» murmura-t-il. « Ce chien, ton chien, m'a sauvé la vie aussi. Pas dans une zone de guerre, ici, dans ma cabane, dans mon cœur. Après la mort de ma femme, j'étais plus qu'un fantôme. Il est arrivé avec le froid et la neige, et chaque jour depuis, il m'a ramené à la vie. Alors je peux pas te dire ce que je vais faire, pas encore, mais je peux te dire ceci. Il n'est pas qu'un héros de guerre, c'est un être vivant, un compagnon, une âme. » Chen sembla à bout de souffle. Et puis, d'une voix presque inaudible, il dit « Je le sais, monsieur, je le sais mieux que personne. Il m'a sauvé des bombes, du feu de moi-même, et je l'ai laissé partir. » Frank sentit son cœur se serrer. « Non, fiston, tu l'as laissé choisir. Et crois-moi, quand un être comme lui choisit de rester, ça veut dire quelque chose. » Il y eut un long moment de silence. Puis Frank reprit, d'une voix plus ferme. « Tu veux le revoir ?» La réponse de Chen arriva sans hésiter. « Oui, monsieur. Même si je dois me faire arrêter en sortant du bus, même si je peux seulement lui dire au revoir. Oui, ce serait tout pour moi. » Frank inspira lentement et son regard croisa celui de Phoenix. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux. « Alors tu ferais bien de te rendre au Montana, mon garçon. On a des choses à dire, toi et moi. » Le plan se mit en place rapidement. 3 jours plus tard, alors que l'aube se levait à peine sur la vallée de Willow Bend, Frank vit apparaître les premiers véhicules militaires. 5 SUV noirs, impeccables, silencieux, se garèrent en formation devant sa propriété. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Shadow se tenait à côté de lui sur le perron, figé, les muscles tendus. Sa respiration était lente, mesurée. Mais son regard, lui, n'avait plus rien d'un chien domestique. Il était redevenu le soldat. Une femme sortit du véhicule de tête, uniforme de cérémonie, médaille sur la poitrine, cheveux gris, tirés en chignon strict, le genre de femme qui commande d'un regard, colonel Myriam Hartley. Derrière elle, un capitaine plus jeune, Mark Ortega, suivait de près, flanqué d'une vétérinaire militaire, la docteure Jenna Fry, dont les yeux clairs trahissaient une certaine inquiétude. Frank ouvrit la porte avant qu'on ne vienne frapper. Shadow se tenait un demi-pas devant lui, corps tendu, regard fixe. Pas une menace, mais un avertissement. Le colonel prit la parole avec une voix ferme. « Monsieur Mallory, je suis le colonel Hartley des Forces armées des États-Unis.
Vous hébergez un bien appartenant au département de la Défense, nous venons le récupérer. » Frank ne broncha pas. « Ce chien n'est pas un bien, c'est ma famille. » Un grondement sourd s'échappa de la gorge de Shadow. Pas un rugissement, juste un son assez clair pour dire « Je suis là, et je vois ». Le capitaine Ortega porta instinctivement la main à son arme. La vétérinaire posa aussitôt une main sur son bras. « Monsieur, ce chien est dangereux », lança Ortega. Il a été classé comme actif en zone hostile. Il représente un risque. Frank sentit le feu monter dans sa poitrine. « Il est dangereux ? Fiston, t'es debout sur mon perron avec une arme au flanc et tu dis que c'est lui le problème ?» Et avant que la tension n'explose davantage, une silhouette apparut à la lisière des arbres. Logan Chen. Fin, fatigué, les traits tirés, les mains visibles, vide. Il avançait à découvert, les yeux fixés sur le chien. Phoenix se tendit, son regard s'illumina, sa queue s'agita, mais il ne bougea pas. « Pas encore. »« Fix !» murmura Chen. « C'est moi. Je suis là, mon vieux. » Le colonel Hartley pivota, furieuse. « Sergent Chen, vous êtes en état d'arrestation, désertion, vol d'un actif militaire, violation de protocole. Capitaine Ortega, menottez-le. » Mais Phoenix avança soudain, lentement, déterminé, et se plaça entre Chen et l'homme armé. Phoenix n'aboya pas. Il ne grogna pas non plus. Il ne montra aucune agressivité. Il se contenta de se placer devant Logan Chen, son corps massif entre l'arme du capitaine Ortega et l'homme qu'il avait autrefois protégé, et qu'il choisissait de protéger à nouveau. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel ordre crié sur un champ de bataille. Ortega, déjà prêt à dégainer, se figea. Même ses mains hésitèrent, pas à cause de la peur, mais parce que tout dans l'attitude de Phoenix disait « Tu peux tirer, mais je ne reculerai pas ». Le colonel Hartley fronça les sourcils. « C'est une menace claire. Ce chien est hors de contrôle. » Mais la vétérinaire militaire, Dr. Fry, s'avança, les mains levées en signe de paix. « Ce n'est pas une menace, madame. C'est de la loyauté. Et ce que je vois là, c'est un chien qui a fait un choix. » Frank Mallory fit un pas en avant à son tour, le regard brûlant. « Colonel, vous êtes venu ici pour récupérer un actif militaire. Mais ce que vous voyez devant vous, c'est un vétéran, un survivant. Et ce qu'il vous dit en ce moment, sans un mot, c'est « Je me tiens entre la peur et la vérité ». Le colonel tenta de reprendre la main. « Ce chien a été signalé perdu en opération. Cela le rend instable, imprévisible. Le protocole exige son retour pour évaluation. » Logan Chen, jusqu'ici silencieux, s'agenouilla lentement derrière Phoenix, posant ses mains à plat sur le sol comme s'il déposait les armes. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Colonel, je suis prêt à me rendre. Je n'ai jamais nié mes erreurs. Mais laissez-moi lui dire au revoir. Juste ça. Vous lui devez au moins ça. » Phoenix se tourna doucement, ses yeux plongés dans ceux de Logan. Il s'approcha lentement, tête basse, et posa son front contre celui de son ancien maître. Le moment était sacré. 2 soldats, séparés par le chaos, réunis dans le silence. Même Ortega baissa les yeux. Dr. Fry murmura, presque pour elle-même, « Il n'a jamais oublié. » Le colonel détourna les yeux visiblement ébranlés. Pendant une seconde, ses épaules semblèrent s'affaisser. Puis elle inspira profondément et déclara « 10 minutes. Ensuite, le sergent vient avec nous. Et le chien aussi. » Frank ne bougea pas. « Non, le chien reste ici. Il ne vous appartient pas. » Il ne m'appartient pas plus qu'il ne vous appartient à vous. Il s'appartient à lui-même. Et il a déjà choisi. Un frisson parcourut le groupe. Chen caressa le poil dense de Phoenix, le front toujours contre le sien. « Tu m'as retrouvé ? Après tout ce temps. T'as traversé un continent, et moi, je t'ai laissé derrière. » Phoenix gémit doucement. Une plainte légère, presque un souffle. Frank n'avait jamais entendu ce son chez lui. Ce n'était pas de la douleur, c'était du pardon. Le temps s'arrêta. Les montagnes en arrière-plan semblaient retenir leur souffle. Le vent s'était calmé. Même les oiseaux s'étaient tus. Puis, soudain, un bruit sec brisa ce moment figé. Un véhicule noir, non identifié, dérapa à l'entrée de la propriété. 2 hommes en sortirent en courant, armés. Pas en uniforme, pas militaire, Frank les reconnut aussitôt, agents privés. Sécurité contractuelle, probablement envoyée par un autre département ou une agence parallèle. Le genre de type qui ne demandait pas la permission pour agir. L'un d'eux cria « Sécurisez le chien, ordre direct du commandement extérieur. Ce n'est plus une procédure militaire. » Frank s'interposa aussitôt. « Qu'est-ce que vous racontez ? Qui vous envoie ?» Mais le second agent l'ignora et dégaina un injecteur tranquillisant. Et là, Phoenix réagit. Pas par rage, par entraînement.
En une fraction de seconde, il fonça, pas vers l'agent, vers l'arme. Il mordit le poignet avec précision, faisant tomber l'injecteur sans blesser gravement. L'homme hurla de surprise, plus que de douleur. Phoenix s'interposa ensuite, grognant profondément. C'était la première fois que Frank entendait ce grognement-là, celui d'un soldat fatigué, acculé, qui n'avait plus le luxe d'attendre. Ortega tenta d'intervenir, mais le colonel leva la main. « Ne bougez pas. Je veux voir jusqu'où ça va. » L'autre agent recula paniqué. Dr. Fry s'approcha prudemment, les mains ouvertes. « Phoenix, stop, c'est terminé. » Et comme si son nom avait apaisé une tempête, Phoenix s'arrêta. Il regarda Shane, puis Frank, puis revint se poster devant eux. Le message était clair. « Je protège ceux qui m'ont aimé, peu importe le prix. » Le colonel s'avança lentement, cette fois sans dureté. Elle regarda Phoenix, puis Logan, puis Frank. « Très bien, ce chien n'est plus un actif militaire. Je l'efface des bases. Vous ne le reverrez pas figurer dans un fichier officiel. » Elle tourna les talons, puis ajouta, à voix basse, presque pour elle-même, « Certains héros ne portent-ils pas d'uniforme, mais ils savent exactement à quoi ressemble la guerre. » Elle jeta un dernier regard à Shane. « Vous venez avec nous, vous serez jugé, mais je ferai mon rapport, et dans ce rapport, je dirai la vérité. Vous n'avez pas fui, vous avez suivi un frère. » Alors que le convoi repartait, les pneus crissant sur le gravier, Phoenix resta immobile. Puis, lentement, il s'allongea au pied de Frank, comme si l'histoire venait de se refermer, mais ce n'était que le début d'une autre. Le calme qui suivit le départ des véhicules militaires ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas le silence d'une soirée ordinaire à Willow Bend, ni même celui de la forêt après une tempête. C'était un vide dense, lourd, presque sacré. Comme si la terre elle-même savait qu'un moment charnière venait de se produire. Frank resta un long moment sur son perron, la main posée sur la tête de Phoenix, qui s'était couché à ses pieds, le souffle lent, les yeux mi-clos. Ce chien avait choisi de rester, malgré son passé, malgré les ordres, malgré le lien retrouvé avec son ancien maître. Il était revenu à Frank, non par devoir, mais par loyauté. Une loyauté née de la douleur partagée, de l'hiver passé ensemble, des nuits silencieuses au coin du feu, de ces matins où seul le battement d'un cœur animal donnait un rythme au vide. Ce n'était plus Phoenix le chien soldat, c'était Phoenix le compagnon, l'égal. Mais Frank savait aussi que ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, les journaux locaux faisaient état de l'intervention militaire. Conflit d'autorité sur un ancien chien de guerre, titrait le Willow Bend Tribune. Mary Cresswood, toujours à l'affût, avait tout vu, tout entendu. Et bien sûr, elle exagérait. Dans son éditorial, elle écrivait « Si l'armée peut aujourd'hui débarquer en plein cœur de notre comté pour reprendre un chien contre son gré, que nous reste-t-il de notre liberté? Est-ce qu'un vétéran à quatre pattes ne mérite pas la paix comme n'importe quel autre soldat ?» L'article fit le tour de l'État. Une pétition fut lancée. Des anciens combattants, des familles, des éducateurs, des thérapeutes prirent la parole sur les réseaux. L'histoire de Phoenix devint virale. Mais Frank ne se laissa pas emporter par cette tempête médiatique. Il s'en tenait à sa routine. Levé à l'aube, café fort, promenade avec Phoenix le long de la rivière. Sauf qu'un matin, alors qu'ils arrivaient près du pont couvert, une silhouette attendait sur le banc. La docteure Jenna Fry, elle portait un sweat gris, un jean délavé, rien de militaire. Ses yeux trahissaient une nuit sans sommeil. « Je ne suis pas venu avec un mandat, Frank. Je suis venu comme femme, comme vétérinaire, comme humaine. » Frank s'approcha lentement. Phoenix la reconnut immédiatement, remuant la queue d'un air prudent mais amical. Il posa sa tête contre sa jambe. Elle sourit. « Il m'a reconnu ?» Frank s'assit en face d'elle. Le silence entre eux était respectueux, doux. Jenna regardait Phoenix comme on regarde une énigme vivante. Vous savez qu'on reçoit tous des dossiers quand on commence à travailler avec ces chiens militaires. Fiches d'entraînement, comportement, incidents. Mais lui, son dossier m'a glacé. Elle sortit une enveloppe brune de son sac et la posa sur le banc. Frank l'ouvrit. À l'intérieur, des rapports, des photos, des annotations, des extraits de mission, des mentions comme « intervention en zone hostile réussie »,« extraction de personnel sous feu »,« risque psychologique élevé ». Mais ce n'était pas tout. Une fiche en particulier attira l'attention de Frank. Une évaluation comportementale signée d'un psychologue militaire, Phoenix démontre des signes atypiques d'auto-initiative. Il prend des décisions tactiques sans commande humaine directe. Sa capacité à analyser une situation de stress extrême est supérieure à celle attendue pour un K9. Il pourrait, s'il était humain, être qualifié de leader de terrain. Frank leva les yeux,
abasourdi. Jenna hocha la tête. C'est ce qui m'a frappé. Ce chien n'a jamais été un simple outil. C'est un être intelligent, sensible, stratège. Et pourtant, il a été traité comme une pièce d'équipement. Elle marqua une pause. Et c'est là que ça devient grave, parce qu'il y a des gens, dans certaines agences, qui n'aiment pas l'idée d'un actif sensible. Ils préfèrent télémachines, les drones, les IA. Un chien comme lui, qui pense, qui choisit, ça dérange. Frank comprit aussitôt. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des contractuels. Pas juste pour le récupérer, pour le faire taire. Jenna acquiesça, ses yeux sombres. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'il faut le protéger. Pas seulement physiquement, mais juridiquement. Il faut qu'il devienne autre chose. Comme quoi? Elle sourit, nerveuse. Il y a un projet pilote, très discret. Dans le Montana, un programme de thérapie assisté par animaux pour les vétérans traumatisés, les enfants en rupture, les civils en détresse. Ils cherchent un chien. Pas juste un chien dressé, un survivant, un guide. Frank se redressa. Phoenix tourna la tête vers lui. « Tu veux qu'il travaille? Après tout ça ?» Jenna pencha la tête. « Non, pas qu'il travaille. Qu'il vive, qu'il transmette, qu'il guérisse à son tour. Ce serait volontaire. Et il resterait sous votre garde. C'est vous qu'ils veulent comme accompagnant principal. » Frank resta silencieux. Il n'y a pas de cage, pas d'uniforme, juste des histoires à raconter, des enfants à rassurer, des vétérans à écouter. Il serait libre, mais utile. Elle ajouta doucement. Il a encore tant à offrir, Frank. Ce serait une façon de transformer ce qu'on lui a fait vivre en quelque chose de beau. Frank baissa les yeux vers Phoenix. Le chien l'observait paisible, comme s'il attendait la décision, comme s'il savait que cette fois, son avenir dépendait non d'un ordre, mais d'un choix partagé. Et pour la première fois depuis longtemps, Frank se sentit prêt à dire oui. Quelques semaines plus tard, un vieux pick-up Ford de couleur bronze franchissait les collines boisées du nord du Montana. À son bord, Frank Mallory au volant, la main gauche posée sur le levier de vitesse, et Phoenix assis dignement sur la banquette passager, les yeux fixés droit devant. Ce n'était plus un trajet d'urgence ni une fuite vers l'inconnu. C'était un départ volontaire, un engagement silencieux. La route menait à High Timber Springs, une petite communauté perdue entre les pins, au cœur d'un ancien sanatorium reconverti. C'est là que se trouvait le programme évoqué par la Dr Fry, Pax Canis, une initiative pilote où anciens soldats, enfants traumatisés et chiens rescapés construisaient ensemble des ponts invisibles entre les âmes blessées. Frank n'avait rien dit à personne à Willow Bend, ni au shérif Doyle, ni à Mary Cresswood, ni même à son voisin Joe avec qui il partageait parfois un bourbon sec. Ce voyage n'était pas un adieu, c'était un acte intime, presque sacré. Une façon de permettre à Phoenix de renaître, et peut-être à lui-même aussi. À leur arrivée, le centre n'avait rien d'un hôpital ni d'un camp militaire. C'était un endroit vivant, respirant. De vieux bâtiments en bois réhabilités, des jardins sensoriels, des sentiers balisés entre les arbres, et partout, des silences habités. Des regards pleins de fatigue, mais aussi d'espoir. Ils furent accueillis par Myriam Faulkner, la directrice du centre. Une ancienne infirmière militaire, le dos droit, la voix douce. Elle serra la main de Frank avec chaleur et s'agenouilla devant Phoenix sans l'effleurer. « Je te remercie d'être venu, soldat. Ici, tu n'as plus rien à prouver. » Phoenix remua la queue puis posa sa truffe contre la main ouverte de la femme. C'était sa façon à lui de dire « Je suis prêt ». Frank reçut une petite cabane isolée à la lisière du centre. Simple, rustique, avec une cheminée, un lit en bois, une radio à manivelle. Phoenix, lui, semblait déjà chez lui. Il choisit un coin près de la fenêtre, observant les allées et venues avec attention mais sans méfiance. Comme s'il comprenait qu'il n'y avait rien à craindre ici. Dès le deuxième jour, ils furent intégrés au programme. Chaque matin, Frank et Phoenix rejoignaient un petit groupe composé d'anciens soldats, de jeunes adultes placés par les services sociaux et de thérapeutes. Il n'y avait pas de discours pompeux ni de longs exposés. Tout se faisait par les gestes, les silences, les présences. Phoenix devint rapidement le centre invisible du groupe. Il ne faisait rien d'exceptionnel. Il n'aboyait pas, ne montrait pas de tour. Il s'asseyait simplement là où il sentait que quelqu'un avait besoin de lui. Un jour, il s'allongea au pied d'un homme mutilé qui refusait de parler depuis des mois. Le lendemain, c'était aux côtés d'une adolescente qui sursautait au moindre bruit. Il ne bougeait pas. Il attendait. Et lentement, les mots revenaient. Les larmes coulaient. Les épaules se détendaient. Frank observait, bouleversé. Un matin, alors qu'il préparait du café dans le bâtiment principal, Myriam s'approcha de lui avec un petit sourire. « Tu sais ce qu'ils disent, là dehors ? J'ose pas demander.
qu'un chien silencieux fait parler les fantômes. Frank sourit. Il les comprend surtout, parce qu'il en est un lui-même. Myriam s'assit à côté de lui. Il n'est pas juste en train de les aider, il les transforme. Et toi aussi, Frank. Tu n'es plus le vieil homme solitaire que j'ai vu débarquer il y a 2 semaines. T'as retrouvé une direction. Frank haussa les épaules. Peut-être, mais c'est lui, le phare. Moi, je suis juste le mec qui tient la lanterne. Plus tard dans la journée, une session spéciale fut organisée avec un groupe de jeunes enfants victimes de traumatismes familiaux. C'était la première fois que Phoenix travaillait avec des enfants en bas âge depuis son arrivée. Frank était nerveux, pas à cause d'un risque quelconque. Il faisait confiance à son compagnon, mais parce qu'il savait que les enfants avaient une manière bien à eux de réveiller les blessures les plus profondes. Ils entrèrent dans la salle, 5 enfants, tous assis en cercle silencieux. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux noirs et aux joues creusées, se tenait à l'écart. Les bras croisés, les yeux méfiants, Phoenix observe la scène. Il ne se précipita pas. Il ne força rien. Il s'approcha lentement, s'allongea à l'opposé du cercle et ferma les yeux. Rien. Puis, le garçon aux cheveux noirs se leva. D'un pas hésitant, il s'approcha du chien. Tout le monde retint son souffle. Frank sentit son cœur s'arrêter. L'enfant s'agenouilla, tenta une caresse. Phoenix ouvrit les yeux et tendit doucement la tête. Il accepta. Et alors, sans un mot, le garçon se coucha contre lui. Littéralement, il enfouit son visage dans son flanc. Et les sanglots éclatèrent. Des sanglots vieux de mois, peut-être d'années. Un cri silencieux qui enfin trouvait une réponse. Personne ne parla, on laissa faire. À la fin de la séance, le garçon refusa de partir sans Phoenix. Alors, exceptionnellement, le chien l'accompagna jusqu'à sa chambre. Et Frank, en observant cette scène, sentit quelque chose changer en lui. Une vérité ancienne. Phoenix n'avait pas été créé pour tuer. Il avait été brisé, certes, mais pas détruit. Et s'il avait survécu, ce n'était pas pour finir dans un chenil ou comme une note de bas de page sur un rapport militaire. Il avait survécu pour cela, pour consoler, pour réparer, pour transmettre. Et Frank comprit ce jour-là que leur mission commune ne faisait que commencer. Il n'avait pas fallu longtemps pour que la réputation de Phoenix dépasse les murs du centre Pax Canis. À travers les récits partagés sur les réseaux sociaux, les vidéos discrètement filmées par des thérapeutes, les témoignages de famille, une légende douce mais puissante naissait, celle d'un chien anciennement soldat qui guérissait désormais des âmes. Et comme toute légende, elle attira l'attention de ceux qui ne savent pas toujours apprécier le silence ni le miracle discret. Un matin d'octobre, alors que la brume s'accrochait encore aux cimes des pins, Frank fut convoqué dans le bureau de Myriam Faulkner. Elle l'attendait avec 2 tasses de café fumant, le regard soucieux. Sur son bureau, un dossier beige portant le sceau du département de la sécurité intérieure. On a reçu une demande formelle. Ils veulent te venir évaluer l'usage thérapeutique d'un ancien animal militaire de niveau Oméga. Autrement dit, ils veulent tu voir Phoenix. Frank sentit ses épaules se raidir. Encore eux. Pas les militaires cette fois. Pire. Peut-être, les bureaucrates, les gens en costume qui parlent en acronyme et qui n'ont jamais regardé un chien dans les yeux. Phoenix était allongé juste derrière Frank, tranquille, mais les oreilles à l'écoute, comme s'il sentait que la conversation le concernait. Frank baissa les yeux vers lui. « On a déjà donné. » Myriam soupira. « Je sais. Et je me battrai pour qu'il ne pose de même pas un doigt sur lui. Mais, ce centre, ce programme, tout ça dépend en partie de financement public. Et quand l'État veut venir inspecter ce qu'il finance, on n'a pas toujours le choix. » Frank se leva, l'air sombre. Il va falloir qu'il comprenne qu'il n'est plus à personne, qu'il a été donné au monde maintenant. Le jour de l'inspection arriva 3 jours plus tard. 3 SUV gouvernementaux, vitres teintées, garés devant le portail principal. Une délégation froide, impeccablement habillée, hommes et femmes en costume strict, tablettes à la main. L'un d'eux, un certain docteur Lawrence Phelps, portait des lunettes à monture métallique et un sourire aussi rassurant qu'un masque chirurgical. « Monsieur Mallory, ravi de vous rencontrer. Nous sommes ici simplement pour observer, rien d'invasif. Nous souhaitons uniquement comprendre les bénéfices réels et quantifiables du chien dans votre programme. » Frank les guida à travers le centre. Phoenix marchait à ses côtés, calme, digne. Pas un mot ne fut prononcé pendant les premières minutes, jusqu'à ce qu'un jeune garçon, le même qui s'était couché contre Phoenix quelques semaines plus tôt, surgisse du bâtiment principal et hurle « Shadow !» Le chien se figea, tourna la tête et s'élança, mais pas comme un missile,
comme un ami. Le garçon s'agrippa à son cou, enfouissant à nouveau son visage dans sa fourrure. Et cette fois, il ne pleura pas. Il souriait. Phelps s'éclaircit la gorge. C'est touchant. Mais nous avons besoin de données objectives. Taux de cortisol, EEG, comparatif pré et post-intervention. Frank le regarda droit dans les yeux. « Monsieur, je vais vous dire ce que je vois. Un enfant qui n'avait pas parlé pendant 6 mois, qui refusait tout contact physique, qui faisait des cauchemars au point d'en hurler la nuit, et qui, aujourd'hui, demande à dormir avec une photo de ce chien sous son oreiller. Si vous avez besoin d'un tableau Excel pour appeler ça un miracle, c'est que vous n'avez jamais été brisé. » Le ton monta légèrement, mais Myriam intervint. « Nous avons des rapports cliniques, bien sûr. Vous pourrez les consulter, mais ce que nous faisons ici ne rentre pas toujours dans vos cases. » L'après-midi s'étira en observation, en questions froides, en soupirs étouffés. Et au fil des heures, quelque chose de plus subtil se produisit. Les visiteurs commencèrent à baisser leurs gardes. Un homme en costume gris finit par s'asseoir près d'un ancien soldat amputé qui sculptait du bois avec Phénix couché à ses pieds. Une jeune analyste resta debout à observer un groupe de jeunes filles jouer avec lui, éclatant de rire chaque fois qu'il posait une patte pour voter. Et puis, ce fut au tour de Phelps. Phénix s'approche de lui, lentement, s'assit devant lui, le fixa longuement et posa sa patte sur le genou de l'homme. Phelps sembla surpris, hésita, puis caressa timidement la tête du chien. « Il fait ça souvent ?» demanda-t-il, presque à voix basse. Frank répondit « Seulement quand il sent que quelqu'un en a besoin. » Phelps ne répondit pas, mais il resta assis là un moment. Le lendemain, Myriam reçut un message officiel. Aucun obstacle à la poursuite du programme. Le chien reste sous la responsabilité du centre. Financement maintenu. Frank lut le courrier avec un demi-sourire. Phénix, lui, ne se souciait pas de la politique. Il passait déjà à autre chose. Il avait repéré une nouvelle recrue. Une jeune femme vétérane récemment arrivée, dont les mains tremblaient encore quand elle se servait un café. Phénix s'approcha d'elle, s'assit et attendit, comme toujours. Le cœur battant de ce lieu n'était pas humain. Il était fait de poils noirs, de silence patient et d'un instinct plus pur que n'importe quel manuel. Phénix n'était plus l'ombre de son passé. Il était la lumière de tant d'autres. Et Frank se rendait compte qu'il n'avait plus besoin de fuir l'hiver. Parce qu'à présent, même les tempêtes avaient un sens. L'automne toucha à sa fin, et avec lui les couleurs flamboyantes des érables autour de High Timber Springs. La première neige recouvrit les toits du centre Pax Canis, étouffant les bruits et dessinant sur le sol blanc les traces nettes des pas humains. Et des pattes de Phénix. Le chien semblait apprécier cette saison. Il se roulait dans la poudreuse avec une dignité presque comique, secouant ensuite son pelage épais, en éclaboussant Frank, comme pour lui rappeler « Tu peux avoir été soldat, mais moi aussi ». Les journées s'enchaînaient entre rires d'enfants, silence complice avec les vétérans, séances thérapeutiques informelles et balades dans les bois. Phénix s'était imposé comme une présence incontournable. Il n'y avait plus besoin de présenter son rôle. Il était là où il fallait, quand il fallait. Mais dans l'ombre, un autre mouvement naissait. Un journaliste indépendant, Jaden Cross, basé à Helena, avait eu vent de l'histoire. Il publia un article sur son blog intitulé « Le soldat oublié, comment un chien militaire abandonné est devenu un symbole de résilience ». Il ne citait pas de nom, mais il décrivait le parcours de Phénix avec assez de détails pour que certains, dans les hautes sphères militaires et administratives, fassent le lien. Et lorsque l'article fut repris par un grand site national, tout changea. Frank en fut informé par Myriam un matin alors qu'il réparait une clôture à l'arrière du centre. Elle arriva, téléphone à la main, le visage inquiet. « Frank, regarde ça !» Le titre s'étalait en lettres capitales. « Un chien soldat déserté devient le visage d'une guérisson qu'on ne veut pas voir. » L'article détaillait le passé de Phénix, ses missions, sa disparition en Afghanistan, son retour non signalé, et les tensions internes que cela avait provoquées. Surtout, il révélait que certains dans l'armée auraient préféré qu'il ne réapparaisse jamais, qu'il reste un dommage collatéral. Frank fronça les sourcils. « On sait qui a parlé ?» Myriam secoua la tête. Peut-être Chen, peut-être Fry, peut-être même sans le vouloir, mais maintenant, le monde regarde, et les gens en haut n'aiment pas qu'on éclaire les recoins sombres. Ce fut confirmé 3 jours plus tard par une lettre officielle.
Cette fois, elle venait du Bureau de la Régulation fédérale des ressources animales défensives, un organe obscur, rarement actif. On y lisait « Le chien militaire enregistré sous le nom de code PHX014 est désormais considéré comme élément sensible nécessitant évaluation et possible confinement préventif. » En d'autres termes, il voulait récupérer Phoenix, de force s'il le fallait. Frank écrasa la lettre dans sa main. Il regarda Phoenix, assis à quelques mètres de là, veillant sur un enfant endormi dans un hamac, suspendu entre deux arbres. Il semblait si paisible, tellement loin de l'univers froid et métallique qu'il avait autrefois utilisé comme une arme. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Myriam. Frank répondit sans hésiter. « On le cache. » Mais Phoenix ne se laissait pas cacher. Le lendemain, alors que Frank préparait un plan pour l'éloigner discrètement du centre en cas de descente, Phoenix disparut. Pas en fuite, en action. Il avait senti quelque chose. Frank le retrouva plus tard dans la clairière de l'ancien puits, près de la grange. Il tournait en rond autour d'un point précis, creusant nerveusement. Frank s'approcha. « Qu'est-ce que tu fous là, vieux ?» Phoenix gratta encore, puis s'arrêta. Il s'assit et regarda Frank droit dans les yeux. Il y avait un éclat étrange dans son regard. Frank s'agenouilla et à l'endroit exact où le chien avait creusé, il découvrit une boîte métallique scellée, enfouie sous la terre depuis des années. À l'intérieur des documents, des lettres, des photos, des preuves. Sur la couverture du premier dossier, il lut un nom, Opération Dustveil. C'était un programme militaire classé top secret. Une série de missions clandestines menées par des unités K9, utilisées pour infiltrer des zones civiles sans déploiement officiel. Phoenix avait fait partie de l'une de ces équipes, et dans ces documents, Frank lut l'impensable. Les chiens n'étaient pas censés revenir. Ils avaient été conditionnés pour servir, puis retirés, à la fin de leur mission. Mais Phoenix avait échappé au protocole. Il avait survécu. Et il portait en lui, dans sa mémoire, dans son comportement, les traces d'une vérité que certains auraient préféré voir enterrée. Frank referma la boîte, le cœur battant. Ce chien n'était pas seulement un survivant. Il était un témoin. Et maintenant, c'était à lui, Frank, de le protéger. Non plus comme un maître, mais comme un gardien d'une vérité plus grande que lui. La boîte métallique que Phoenix avait déterrée ne contenait pas simplement des rapports oubliés. Elle détenait un héritage, des documents signés de haut gradé, des lettres internes évoquant le nettoyage logistique d'actifs K9 à la fin d'opérations classées, des mémos évoquant la nécessité d'éviter les retours affectifs d'unités humaines aux actifs animaux survivants. En clair, les chiens n'étaient pas censés s'attacher, et encore moins être retrouvés. Frank, assis à la lumière tremblante de sa lanterne, lisait ligne après ligne avec une rage sourde. À côté de lui, Phoenix dormait paisiblement comme s'il savait que son histoire, enfin, avait été entendue. Myriam Faulkner fut la première à lire la totalité du contenu, et ce qu'elle proposa à Frank allait tout changer. « Tu dois le raconter, publier ces documents, partager ce que tu as trouvé. » Mais Frank secoua la tête. « Tu veux quoi? Que je balance tout sur Internet? Ils vont l'éliminer. Ce chien a déjà échappé à une condamnation silencieuse. Si on l'expose, ils le feront disparaître pour de bon. Pas si on contrôle le récit. Pas si on parle d'abord à ceux qui peuvent faire quelque chose. » Myriam avait un contact au sein d'un réseau de journalistes d'investigation. Elena Roth, connue pour avoir exposé des dérives dans les soins aux vétérans et les expérimentations classées sur le personnel militaire. Elle accepta immédiatement de faire le déplacement. 2 jours plus tard, elle débarqua au centre, caméra à l'épaule et regard fatigué, mais déterminé. Elle passa plusieurs heures avec Frank à tout enregistrer. Les documents, les témoignages, les séquences de Phoenix en action avec les enfants, les vétérans, les jeunes traumatisés. Puis, à la fin de l'entretien, elle posa une seule question. « Pourquoi maintenant ?» Frank leva les yeux vers Phoenix, qui jouait doucement avec une fillette rousse au rire cristallin. Parce qu'il a déjà payé pour la guerre, ce serait criminel de le faire payer pour la vérité. Elena Roth promit de diffuser l'enquête dès que tout serait sécurisé. Elle repartit et le calme revint, du moins en apparence. Car à l'aube, 2 jours plus tard, le centre se réveilla sous une lumière étrange. Pas celle du soleil, mais celle de projecteurs. Des véhicules noirs, banalisés, sans plaques visibles, s'étaient garés à l'extérieur du portail. Des hommes, en tenue civile mais équipés, casques discrets, oreillettes, avançaient méthodiquement. Frank sentit aussitôt l'adrénaline revenir.
Cette pression dans la poitrine qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Il attrapa sa veste, ouvrit la porte, et Phénix bondit à ses côtés sans qu'un mot ne soit échangé. Myriam était déjà dehors à discuter avec les agents. « Vous n'avez pas de mandat ?» Le plus âgé répondit, presque poliment, « Nous n'en avons pas besoin. Propriété sous surveillance fédérale partielle, ordre d'intervention administrative. »« Il n'y a rien d'administratif ici, » répondit Franck en s'avançant. « Vous êtes venu chercher le chien. Nous sommes ici pour prévenir un risque informationnel lié à un ancien actif sensible. » Les mots étaient soigneusement choisis, vidés d'émotion. Franck les avait déjà entendus. Ce n'était pas un langage humain. C'était celui des opérations noires, celui qui autorise tout sans rien nommer. Un des agents tenta de contourner Phénix pour entrer dans le bâtiment principal. Le chien grogna, lentement, profondément. Pas un grognement de rage, un avertissement. L'agent s'arrêta net. Franck s'interposa. « Vous avez peur de quoi? Qu'il parle? Qu'il écrive un livre? Ce chien a risqué sa vie plus de fois que vous n'avez mis les pieds sur un champ de tir. Et maintenant, parce qu'il est devenu un symbole, vous voulez l'éteindre ?» Un autre agent, plus jeune, osa répondre. « Ce n'est pas personnel. » Franck s'approcha à quelques centimètres de lui. « C'est exactement ça le problème. Pour vous, ce n'est jamais personnel. » Et à ce moment-là, tout aurait pu déraper. Mais une voix fusa dans les talkie-walkies accrochés aux ceintures des agents. « Annulé, ordre suspendu. Retirez-vous immédiatement. » Les hommes se figèrent. L'un d'eux, visiblement agacé, recula en soupirant. En moins de 3 minutes, les véhicules démarrèrent et le calme revint. Myriam regarda Franck. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il regarda son téléphone. Une notification venait d'apparaître. Un lien. « La guerre des chiens. Enquête exclusive par Elena Roth. » La vidéo avait été publiée. Et en à peine 5 minutes, elle avait déjà été partagée plus de 12 000 fois. Le message était passé. Le reportage d'Elena Roth devint viral à une vitesse foudroyante. En l'espace de 24 heures, il était repris par les plus grandes chaînes nationales. Phénix, autrefois PHX 014, devint le symbole d'un scandale militaire que l'Amérique n'était pas prête à voir, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les images de lui, jouant avec des enfants, couché à côté de vétérans en crise, intervenant pour calmer des adolescents aux prises avec leurs démons, circulaient partout. Sa silhouette, massive mais rassurante, sa posture digne, ses yeux empreints d'une intelligence calme, devinrent une icône. Il ne parlait pas, mais son silence portait plus de poids que 1000 discours. Des pétitions furent lancées, des rassemblements spontanés se formèrent devant certains bâtiments fédéraux. On y voyait des pancartes « Laissez Phénix tranquille, un chien n'est pas une preuve à enterrer, il nous a sauvés, à notre tour de le protéger ». Franck observait tout cela avec un mélange de stupeur et de prudence. Il savait que l'opinion publique était un raz-de-marée, imprévisible, parfois sincère, parfois aveugle. Mais une chose était sûre, Phénix n'était plus seul, et il ne serait plus jamais invisible. Au centre Pax Canis, la vie reprit un rythme étrange. Le calme était revenu, mais on sentait sous la surface une tension persistante. Les visites s'étaient multipliées. Journalistes, représentants d'associations vétéranes, thérapeutes, parents, tous voulaient le voir, le toucher, dire merci. Phénix, fidèle à lui-même, ne se laissait jamais envahir. Il choisissait, comme toujours. Il approchait, jaugeait, s'asseyait ou s'éloignait. Il imposait son tempo et cela ne faisait que renforcer l'admiration qu'on lui portait. Il n'était pas un animal de spectacle. Il était un être libre, et tout le monde le sentait, mais cette liberté était fragile. Un matin, alors que Franck préparait du bois, un hélicoptère se posa à l'orée de la forêt. Une silhouette descendit, pas en uniforme, pas armée, juste une femme en civil, manteau gris, lunettes sombres. Elle se présenta simplement, Alexandra Monroe, département fédéral de la protection des anciens actifs militaires. Franck fronça les sourcils. « C'est nouveau ça ». Elle hocha la tête. « Ça vient d'être créé. Officiellement hier, grâce à lui. » Elle désigna Phénix, qui s'approchait lentement. Le président a vu le reportage, et contre toute attente, il a été touché. Il a demandé un cadre légal pour protéger les animaux comme lui, pour reconnaître officiellement leur rôle et éviter que d'autres ne soient effacés. Franck resta silencieux. Mais il y a une condition. Il s'y attendait. Bien sûr qu'il y en a une. Elle soupira. Ils veulent si que Phénix devienne l'ambassadeur du programme. Qu'il soit transféré temporairement dans une base de démonstration pour des apparitions, des événements, de la sensibilisation. Franck explosa. « Vous voulez en faire une mascotte ?»« Non, répondit-elle fermement. Un messager,
un symbole vivant, pas une marionnette. On vous propose de l'accompagner, de tout superviser. Rien ne sera fait sans votre accord. Frank baissa les yeux vers Phénix. Le chien le regardait, immobile, présent, comme toujours. Cette fois, la décision ne lui appartenait pas seule. Il fallait la prendre à deux. Alors, ce soir-là, il ouvrit grand les portes de sa cabane. Il s'assit sur le sol, les jambes croisées, le dossier de proposition posé devant lui. Phénix s'approche, Frank le regarda et parla doucement. « Ils veulent qu'on reparte, qu'on reprenne la route, qu'on montre au monde ce que tu es, qui tu es. Et je me demande, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'en as encore la force ?» Phénix ne bougea pas. Puis lentement, il posa sa tête contre la poitrine de Frank. Et son cœur battit à l'unisson du sien. La réponse était là. Le lendemain matin, Frank donna sa réponse. Oui, mais à ses conditions. Pas de déplacement inutile, pas d'exploitation, pas d'images truquées, et surtout, Phénix ne devait jamais être séparé de ceux qui avaient besoin de lui. Chaque pas qu'il ferait, il le ferait pour guérir, pas pour glorifier, pas pour distraire, pour transmettre. Et le gouvernement accepta. Le monde allait bientôt voir Phénix. Pas comme un héros de guerre, mais comme ce qu'il était devenu, un survivant, devenu guide, une cicatrice devenue lumière. Le jour du départ arriva sans cérémonie. Pas de fanfare, pas de caméra, juste un lever de soleil pâle au-dessus des sapins, un air chargé d'odeurs de terre humide et de bois coupé, et le bruit régulier des pas de Phénix sur les planches du porche. Frank avait préparé leurs affaires comme il l'avait fait des dizaines de fois dans sa vie de soldat, méthodiquement, silencieusement. Sauf que cette fois, il ne quittait pas un champ de bataille, il quittait un sanctuaire. Les enfants du centre, les vétérans, les éducateurs s'étaient rassemblés au portail, pas pour dire adieu, pour dire merci. L'un d'eux, un garçon prénommé Cole, s'approcha timidement de Phénix et lui attacha un bracelet d'amitié au collier. 3 fils de laine, tressés, pour que tu n'oublies pas qu'on t'aime, même de loin. Phénix le lécha doucement sur la joue, puis monta à l'arrière du SUV aménagé pour lui, sans crainte, sans tension. Frank s'installa à l'avant. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Phénix et Frank furent accueillis partout comme des ambassadeurs inattendus. Ils parcoururent des écoles, des bases militaires, des hôpitaux vétérans, mais jamais dans le vacarme. Frank avait insisté, pas de scène, pas de projecteur, juste une pièce, quelques chaises et lui. Et c'était amplement suffisant. Car là où Phénix entrait, le silence s'installait. Pas un silence vide, un silence de présence, de gravité, de vérité. Dans une salle de classe du Wyoming, une adolescente en pleurs s'était agenouillée près de lui sans dire un mot. Elle s'était confiée plus tard, elle avait été sur le point de mettre fin à ses jours. Mais en voyant Phénix, elle avait ressenti, disait-elle, quelqu'un qui avait connu pire et qui tenait encore debout. Dans un hôpital pour anciens combattants au Texas, un homme amputé des 2 jambes s'était remis à parler après 6 mois de mutisme. Sa première phrase avait été « Ce chien m'écoute et il ne juge pas ». Partout où ils allaient, Phénix laissait une empreinte. Et Frank, lui, n'était plus le vieil homme solitaire de Willow Bend. Il était devenu la voix de ceux qui ne peuvent de plus crier. Il n'était pas éloquent, il n'était pas charismatique, mais il était vrai, et ça suffisait. Un jour, alors qu'ils arrivaient dans un centre pour jeunes en Arizona, Phénix descendit du véhicule, marcha lentement vers une jeune fille assise seule dans la cour et s'arrêta net. Il la regarda longuement, elle le regarda en retour, puis sans un mot, elle s'approcha, posa sa main sur lui et s'effondra contre son flanc. Frank, qui observait la scène à distance, vit quelque chose passer dans le regard du chien, comme une boucle qui se referme. Le lendemain, il confie à un journaliste. Ce chien est une bibliothèque silencieuse. Chaque cicatrice sur lui est un chapitre. Chaque personne qu'il touche écrit une page nouvelle. Moi, je suis juste le type qui tourne les pages. Les années passèrent. Phénix ralentit. Sa démarche devint plus mesurée, ses siestes plus longues, son regard toujours aussi vif mais légèrement voilé par le temps. Frank le suivait partout. Il refusait qu'on le transporte. Tant qu'il marche, on marche. Puis, un matin d'hiver, dans une maison paisible prêtée par le gouvernement dans les montagnes de l'Idaho, Phénix ne se leva pas. Il était couché devant la baie vitrée. Le soleil du matin baignait son pelage d'une lueur douce. Il respirait encore, mais son corps était fatigué. Frank s'agenouilla à ses côtés. « T'as jamais eu de vraie retraite, hein, mon vieux? Tu l'as donnée aux autres, toujours. » Phénix leva les yeux vers lui. Un regard tranquille, sans peur, et Frank sut. Il resta là, à lui parler doucement, jusqu'à ce que la respiration du chien s'apaise pour de bon.
Ce jour-là, les drapeaux furent en berne dans plusieurs États. Des milliers d'anciens combattants publièrent des photos, des textes, des vidéos. Il y eut même un hommage officiel prononcé au Sénat par une représentante vétérane. Aujourd'hui, un soldat non humain est tombé, mais c'est un monument qui s'est levé. Phénix fut enterré à Pax Canis, là où il avait trouvé sa seconde vie. Un simple monument fut érigé, une stèle de pierre sans fioriture, sur laquelle on pouvait lire « Phénix, il n'a pas seulement survécu, il a guéri ». Franck resta encore quelque temps dans le silence. Puis un jour, il prit un carnet et se mit à écrire. Pas pour publier, pas pour crier, juste pour laisser une trace. Le titre en haut de la première page, « Quand les chiens racontent mieux que les hommes ». Et il commença à raconter, pas l'histoire d'un chien miracle, mais celle d'un soldat à quatre pattes, trahi par ceux qui l'avaient servi, sauvé par l'amour d'un homme brisé, devenu guide, puis légende. Une histoire vraie, pas parfaite, mais nécessaire. Et à chaque lecture, quelque chose se répare encore.